Mesdames, Messieurs, cet après-midi, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Françoise Meunier à notre tribune. Elle nous entretiendra de la recherche clinique en cancérologie en Europe. Tout d'abord, je tiens à vous expliquer la présence du caméraman dans la salle. Le film de cette conférence a été commandé par la firme pharmaceutique Roche, qui le mettra sur son site web et peut-être aussi sur le site web du Dr Meunier, destiné aux médecins. Aujourd'hui, nous sommes donc tous des figurants, avec notre conférencière comme actrice principale. Depuis une quinzaine d'années, Françoise Meunier est directeur général de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer, en bref, EORTC. Mais elle le reprendra sûrement au courant de sa conférence. Cette organisation regroupe environ 2500 investigateurs cliniques répartis dans 30 pays et 300 institutions. Son but, aider à découvrir de nouveaux traitements médicaux et humaniser ceux-ci. À l'occasion de sa nomination comme lauréate belge des femmes européennes 2004, un article apparu dans la Libre Essentielle avec comme titre « Apprivoiser la mort ». C'est l'aspect humain de son parcours professionnel qui nous a surtout interpellés. Nous avons donc demandé à Mme Meunier de nous parler de ce qui avait déjà été réalisé et ce qui devait l'être encore dans un futur proche dans le domaine de la recherche en cancérologie. Mme Meunier a obtenu le diplôme de docteur en médecine à l'ULB avec la plus grande distinction. Puis se sont succédés une licence en cancérologie médicale et en médecine interne. Après avoir travaillé pendant quelques années à l'Institut Bordet, elle s'est spécialisée au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York. Depuis mai de cette année, Mme Meunier est membre de l'Académie royale de médecine de Belgique. Et cette liste est loin d'être exhaustive. De nombreux articles de sa plume ont paru dans des revues médicales de grand renom, et avec un tel CV, la conférence promet d'être super passionnante. Je donne donc la parole au Dr Meunier. Je pense que je peux me débarrasser de celui-ci. C'est la période de Noël, alors je suis un peu le sapin de Noël. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Je vous remercie aussi de cette invitation. C'est un honneur et un plaisir pour moi de partager avec vous mon enthousiasme dans le domaine professionnel, mon enthousiasme pour la recherche clinique en cancérologie en Europe et mon enthousiasme aussi d'être belge et d'être fière d'être belge, particulièrement dans un domaine aussi compétitif que la recherche en cancérologie en Europe. Mon exposé sera divisé en 4 parties, 4 sections. Le premier chapitre concerne des chiffres, l'incidence, l'étendue du problème, l'épidémiologie, qu'est-ce que le cancer. La deuxième partie de l'exposé concernera la recherche et cette partie sera divisée en 2 parties, la recherche fondamentale et la recherche clinique. La troisième partie sera vous expliquer ce que c'est que EORTC, l'organisme que je dirige depuis 1991. Et enfin, la 4e partie sera une note plus personnelle sur ce que j'estime être les défis, mais aussi les opportunités pour la recherche en Europe au XXIe siècle, avec évidemment des messages d'espoir pour tous les malades et pour tous les Européens. Nous passons donc à la première partie de cet exposé qui comprend quelle est l'étendue du problème. Le cancer reste la 2e cause de mortalité en Europe après les maladies cardiovasculaires. En fait, quand on dit le cancer, on parle d'un ensemble de maladies, puisqu'il n'y a pas un seul cancer. Et quand on dit vaincre le cancer, je vais vous décevoir immédiatement parce que c'est une utopie. Nous n'allons pas vaincre le cancer, il ne s'agit pas d'une maladie.
On fait des progrès. Il y a une centaine de tumeurs différentes déjà pour les organes. Un cancer de la prostate n'est pas un cancer du poumon ni un cancer du cerveau. Et donc, chaque type de cancer nécessite des traitements spécifiques qui lui sont propres et guérir la leucémie de l'enfant n'aide en rien le cancer de la prostate. Même si on peut faire quand même des extrapolations et essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la cancérisation, mais de facto, au lit du malade, si on veut améliorer le pronostic d'une telle tumeur, il faut faire de la recherche dans ce type-là de tumeur. En fait, qu'est-ce que c'est la maladie cancer? C'est la dégénérescence cellulaire, c'est une de nos cellules, et nous rêvons tous d'immortalité, mais une de nos cellules a découvert le secret de l'immortalité, devient immortelle, résiste aux mécanismes normaux cellulaires d'apoptose, ce qu'on appelle l'apoptose, la cellule qui meurt, parce que nos cellules sont programmées pour mourir, et cette cellule qui devient immortelle prolifère de manière anarchique, non contrôlée, dissémine, crée des métastases et entraîne le décès de la personne humaine. Le cancer n'est pas une maladie récente. Ce n'est pas la maladie du XXe siècle ni du XXIe siècle. En fait, déjà, on a découvert des vestiges de tumeurs dans des analyses d'animaux préhistoriques, aussi sur des momies égyptiennes, donc 20 siècles avant Jésus-Christ. Et Hippocrate a décrit le cancer du sein au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une nouvelle maladie. Mais ce qui est nouveau, c'est la lutte contre le cancer et les moyens qu'on y met pour les contrôler. Je vous rappelle que l'EORTC, et je vous en parlerai plus tard, a été créé en 1964 et que le fameux Nixon Act aux États-Unis, qui a été vraiment la déclaration de guerre au cancer sous la présidence du président Nixon, date de 1971. Déjà pour vous montrer que les Européens n'ont rien attendu et n'ont pas à rougir, nous avions créé l'EORTC en 1964. Le cancer reste aujourd'hui une sentence de mort et fait peur dans la société. Nous sommes 450 millions d'habitants dans l'Union européenne et chaque année, 2 800 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués, plongeant du jour au lendemain ces malades et leurs familles, leurs proches, dans l'angoisse et la détresse. Et parmi ces 2 800 000 nouveaux cas, un certain nombre vont évidemment décéder. Aujourd'hui, la survie des cancers en général est de 55%. Et je vais vous dire dans la phrase qui suit, il y a chaque année en Union européenne 1 800 000 décès. Alors vous allez me dire, ça c'est pas 55% de 2,8 millions. Non, parce que les malades ne décèdent pas dans l'année immédiate après le diagnostic. Certains malades peuvent décéder 10, 15 ans, 8 ans après le diagnostic. Et donc, l'incidence, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux cas de cancer apparaissent chaque année, mais chaque année peuvent décéder des patients qui ont été diagnostiqués il y a 8 ou 10 ou 12 ans. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame quand on parle de statistiques. On pourrait dire 2,8 millions et 1,8 million, ça ne tient pas la route, ça tient la route. Chaque année, dans le monde, maintenant, si on sort de la carte européenne, il y a 25 millions de nouveaux cas de cancer chaque année dans le monde. Alors, en Belgique, puisque nous sommes en Belgique, il y a entre 45 et 50 000 nouveaux cas chaque année. Ils représentent environ 25 000 décès chaque année en Belgique. Je vais vous donner des chiffres rassurants. Après avoir fait froid dans le dos, la mortalité diminue. Et la mortalité diminue de façon spectaculaire. Je ne me sens pas une vieille bobonne. Et quand moi j'étais étudiante en médecine ou sortant diplômée médecin en 1974, le diagnostic d'une leucémie était vraiment un diagnostic épouvantable avec 5% de survie. Aujourd'hui, vous avez tous vu les progrès faramineux du pronostic de la leucémie chez l'enfant. Plus de 80% des enfants sont guéris, 60% des adultes, 95% des cancers du testicule qui sont une tumeur apparaissant chez l'homme jeune,
Vous connaissez tous Lance Armstrong, le fameux coureur cycliste, qui est guéri de son cancer du testicule. Donc ça, ce sont des phénomènes récents. Dans les, disons, 20 dernières années, 15-20 dernières années, la maladie de Hodgkin, où on a fait également des progrès faramineux. Donc, on progresse dans beaucoup de tumeurs. Le cancer du sein, c'est 60 à 80%, ça dépend du moment où le diagnostic est fait. Si c'est une toute petite tumeur de moins d'1 centimètre, c'est 95% de survie. Si c'est évidemment un cancer avec déjà des envahissements osseux, c'est tout à fait différent. Donc c'est difficile de donner des statistiques en général, parce que même au sein d'une seule tumeur, ça dépend de l'envahissement locorégional et métastatique, et donc c'est difficile de donner des statistiques globales dans l'ensemble. Et non seulement la mortalité diminue, ce qui est fantastique, mais aussi la priorité des médecins a changé au cours des 10 dernières années. De nouveau, quand j'étais étudiante en médecine et jeune résident à l'Institut Bordet, on ne se souciait pas vraiment beaucoup de la qualité de vie et de surtout préserver la fertilité du malade, parce que la priorité des priorités, c'était contrôler chaque cellule tumorale, tirer avec tout ce qu'on avait comme armement thérapeutique et essayer de tuer toutes les cellules cancéreuses. Puisqu'on a fait tellement de progrès en survie, maintenant la priorité des cancérologues est d'améliorer la qualité de vie des patients, aussi leur permettre d'avoir des enfants et une fertilité. Et de plus en plus de femmes qui sont traitées pour cancer du sein ont des enfants, y compris des malades qui ont des maladies de Hodgkin ou les cancers du testicule. Donc il y a moyen de préserver la fertilité, ce qui était une utopie et une fantaisie à laquelle on n'osait même pas rêver en 1970. On essaie aussi de désescalader les traitements, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la désescalade, c'est-à-dire de faire des traitements moins agressifs, moins lourds, plus courts, pour éviter des effets secondaires tardifs comme des secondes tumeurs ou comme des infarctus myocardiques, post-radiation, etc. Donc on essaie d'améliorer nos stratégies thérapeutiques parce qu'on voit enfin des résultats et qu'on voit que les malades survivent. Donc ça, c'est un message fantastique, c'est une nette diminution de mortalité, un soutien au traitement et une qualité de vie pendant le traitement jamais vu jusqu'à présent. Mais il y a un grand mais à tout ça, c'est que l'incidence des cancers va augmenter. Donc on n'est pas quitte pour ça, parce que dans les 20 prochaines années, nous savons que l'incidence, donc l'apparition de nouveaux cas, ne va faire qu'augmenter. Pourquoi ? 3 raisons, et je vais vous les expliquer toutes les 3. Le tabac, les diagnostics et le vieillissement de la population. Alors, le tabac, nous sommes confrontés actuellement à une augmentation du tabagisme chez la femme. Et ça, c'est apparu beaucoup plus tard par rapport au tabagisme chez l'homme. Les femmes se sont mises à fumer 20 ans après les hommes et continuent. Et ce qui est dramatique, c'est que les jeunes filles au lycée de 16 à 18 ans fument de manière incroyable et incroyablement plus importante que les jeunes garçons. Donc nous nous attendons dans les 20 prochaines années à avoir une incidence de cancer du poumon chez la femme phénoménale et dramatique qu'il faut prévoir. Et même déjà dans certaines régions d'Angleterre, où les femmes ont commencé avant l'Europe continentale, l'incidence de cancer du poumon chez la femme est plus importante que le cancer du sein. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important à souligner. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas s'étonner qu'on dise autour de nous, mais celui-là a un cancer, celui-là a un cancer, celui-là a un cancer, et en fait tout le monde est touché, c'est les moyens diagnostiques actuels. Les tests diagnostiques permettent un diagnostic beaucoup plus précoce, soit par des marqueurs comme le PSA, la prise de sang pour le cancer de la prostate, soit par les programmes de prévention du cancer du col, les frottis annuels que les femmes font chez leur gynéco, soit par les mammographies, etc. Donc on diagnostique plus précocement beaucoup de cancers, y compris peut-être des cancers qui ne vont jamais évoluer. Et donc, on est confronté, à partir du moment où on sait dans la biopsie prostatique qu'il y a des cellules, c'est difficile de l'ignorer, on ne peut pas l'ignorer. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une élévation du nombre de nouveaux cas de cancer chaque année. Maintenant, il ne faut pas se plaindre d'avoir des moyens diagnostiques précoces performants. Le tout est de les utiliser à bon escient. La troisième
raison pour laquelle il y a une incidence plus élevée de cancer dans les prochaines années, c'est le vieillissement de la population. Et là, on est victime de notre succès parce qu'il y a eu une diminution de la mortalité spectaculaire due à beaucoup de maladies au cours du XXe siècle. On meurt beaucoup moins d'infarctus du myocarde, d'embolie, de pneumonie, de rougeole, de tétanos, et on peut citer comme ça des tas de maladies pour lesquelles on a fait des progrès considérables. Or, le cancer est une dégénérescence cellulaire, c'est une maladie du processus de vieillissement. C'est un dysfonctionnement cellulaire. 60% des cancers arrivent après 60 ans. Alors, vous comprenez facilement que si la pyramide d'âge s'inverse et qu'il y a énormément de personnes vivant en Europe qui ont plus de 60 ans, forcément, le dénominateur augmente et il y aura une incidence plus élevée de cas de cancer simplement due au vieillissement de la population. Alors, j'aimerais quand même rappeler qu'au cours du XXe siècle, l'espérance de vie a augmenté de 55 ans au début du siècle à 80 ans actuellement. Donc ça, c'est incroyable. En un siècle, on est passé à une espérance de vie de 55 ans à 80 ans, ce qui explique l'incidence élevée et on ne doit pas s'étonner de voir plus de cas de cancer actuellement et on en verra de plus en plus. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on sait qu'une femme sur 7 aura un cancer du sein, un homme sur 6 un cancer de la prostate, mais ce ne sont pas nécessairement des mauvaises nouvelles parce qu'on va les diagnostiquer plus précocement. En tout cas, en ce qui concerne la prostate, seulement 4% des hommes qui ont un cancer de la prostate meurent de leur cancer de la prostate parce qu'ils vont décéder de toute autre chose. Une fois qu'on a un cancer de la prostate diagnostiqué, s'il est diagnostiqué de façon vraiment purement locale, il faut 10 ans après le diagnostic pour qu'il croissent et progressent de façon loco-régionale, donc encore très peu, pas disséminé du tout même. Et puis, une fois qu'il est étendu loco-régionalement, il faut encore 8 ans pour qu'il crée des métastases. Donc, vous voyez, 10 plus 5 plus 8, parce que quand on a des métastases, on survit encore en moyenne statistique 5 ans, ce qui veut dire qu'on a tout le temps de faire pas mal d'autres maladies et de mourir d'autres choses. Évidemment, les statistiques, ça doit être pris avec un grain de sel. Parce que c'est très important pour l'autorité de la santé, pour prévoir le nombre de médecins et éviter le numerus clausus, pour prévoir les budgets des soins de santé, etc. Mais c'est à l'échelle de la société. Ce sont des statistiques globales qui sont très difficiles à extrapoler à son échelle individuelle. Et pour un malade spécifique, même quand on dit telle tumeur a 65% de survie à 5 ans, vous pouvez être le premier malade de la courbe qui va mourir dans les 6 mois, comme le dernier qui ne va jamais mourir et qui va guérir. Donc, quand on dit 65% de survie, pour soi, ça ne veut rien dire. Ça veut dire pour la société, mais pour soi, ça ne veut strictement rien dire. Donc, il faut faire très attention quand on regarde les statistiques et les courbes de mortalité. Voilà, ça, c'est la première partie, les généralités, qu'est-ce que c'est le cancer, l'incidence, l'épidémiologie, etc. Je vous ai fait un tableau du problème. Quelles sont les solutions? Comment attaquer le problème? La recherche. Il n'y a pas de progrès sans recherche. Donc, c'est la seule façon, si on veut poursuivre sur notre lancée et sur les améliorations qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, on doit poursuivre nos recherches. Alors, dans la recherche, je vous l'ai dit, il y a deux aspects. Il y a la recherche fondamentale et il y a la recherche clinique. La recherche fondamentale, c'est fait par des gens de laboratoire qui sont des docteurs en sciences en général, qui ne sont pas nécessairement médecins et qui visent à étudier les mécanismes, à comprendre ce qui se passe. C'est essentiel, c'est vital, c'est capital. Il faut savoir pourquoi une cellule présente un dysfonctionnement, est déréglée. Et c'est vrai pour toutes les maladies. Si on a une infection, il faut connaître la bestiole et savoir pourquoi, comment, etc. Donc, c'est essentiel de faire de la recherche fondamentale. Mais chaque cancer est complexe. Et je vous ai expliqué au début qu'il y avait une centaine de types de maladies. Mais même au sein d'un seul type de cancer, prenons le cancer du sein, il y a aussi des différences. En d'autres termes, une femme qui a un cancer du sein n'est pas égale à sa voisine qui a un cancer du sein. Chaque cellule qui a dysfonctionné présente des dérèglements génétiques qui lui sont propres.
Et maintenant, au cours de 3-4 dernières années, en fait en 2002, on a découvert une signature spécifique, une personnalisation, si vous voulez, de la tumeur, disant que c'était ces 70 gènes-là qui dysfonctionnaient et qui signaient telle maladie chez telle femme. Et qu'une autre a peut-être une autre signature parce que ce sont d'autres gènes qui sont altérés, qui dysfonctionnent et qui ont entraîné la cancérisation d'une cellule du sein aussi. Et donc, on ne peut pas espérer aujourd'hui guérir tous les cancers du sein ou tous les cancers de la prostate en comprenant une seule chose, parce qu'une prostate n'est pas une prostate et un sein n'est pas un sein. Alors, tous ces concepts résultent de la recherche fondamentale au cours des 10 dernières années. Juste pour vous donner un petit rappel, notre fameuse ADN, on l'a découvert, c'est Watson et Crick, l'échelle, la double hélice, en 1953. C'est récent, c'est 50 ans pour savoir qu'on avait des gènes, qu'on avait 46 chromosomes avec des gènes, et en tout, dans une personne, un être humain, on a 60 grammes, notre génome, notre ADN, ça représente 60 grammes. Ce n'est pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de choses dans ces 60 grammes. Nous avons le génome humain, on a maintenant identifié tous nos gènes, nous avons 30 000 gènes. Ces gènes ont été identifiés en 2003, il y a 3 ans. Donc, jusqu'à il y a 3 ans, nous ne connaissions pas notre patrimoine génétique de chaque être humain. Aujourd'hui, on connaît nos 30 000 gènes. Et on sait qu'il y a déjà 300 gènes qui ont été identifiés comme coupables de cancérisation. Donc, vous voyez la complexité. On doit travailler à l'échelle génétique et pour une telle personne, ce sera tel gène, pour une autre personne, ce seront d'autres gènes, etc. Et dans notre organisme, nous avons 100 000, je l'ai noté pour bien ne pas me tromper, 100 000 milliards de cellules. Ce qui veut dire que vous voyez le nombre de cellules qui peuvent dysfonctionner et aboutir à une cancérisation. C'est presque un miracle qu'il n'y en ait pas plus. Il y a 100 000 milliards de cellules qui s'autorégulent, qui se croisent, qui se multiplient de façon régulière, répétitive, et qui donc ont des opportunités de dysfonctionner à tout moment. Donc, tout ce que je vous dis, c'est pour vous montrer que cette recherche fondamentale est très récente, fait des progrès faramineux en 5 ans et nécessite des ressources énormes, importantes, et sont fondamentales pour comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, c'est de là que viennent les implications cliniques chez le malade et, entre parenthèses, ce qu'on appelle maintenant, et qui est un mot à la mode, je dirais, dans le jargon médical et pharmaceutique, c'est les traitements ciblés, le targeting. Puisqu'on a identifié les gènes fautifs, on sait qu'il faut attaquer ces gènes fautifs-là si on veut espérer contrôler le processus de prolifération anarchique et la cancérisation. Simplement parce que je trouve que c'est un clin d'œil, j'étais amusée en lisant ça récemment, c'est que 98% de notre patrimoine génétique, de notre ADN, est commun avec le singe, 85% avec la souris et 50% avec la banane. Alors ça, franchement, moi, je ne le savais pas. 50% de notre patrimoine génétique est identique à celui de la banane. Bon. Je ne sais pas ce qu'il faut en faire, mais c'est comme ça. Ce qui est navrant dans les recherches fondamentales, elles sont importantes. Mais dès qu'un journaliste tombe sur un nouveau gène, un nouvel article, un nouveau papier, ça crée de faux espoirs. Et comme je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on a guéri une souris qu'on a fait un seul progrès, un iota d'avancement pour le malade. Donc, c'est beaucoup plus complexe. On crée des faux espoirs dans la population par des articles sensationnels et des conférences de presse en disant on a découvert tel gène, on a découvert ceci. Ce qu'il faut savoir, qu'on n'a toujours rien fait en clinique et que pour arriver en clinique, il n'y a rien à faire. Il faudra 5 à 10 ans. Et je répète, donc quand on a découvert quelque chose qui est potentiellement la clé, la cible d'un nouveau traitement beaucoup plus efficace, avant de mettre en pratique cette découverte de recherche fondamentale en clinique, il n'y a rien à faire, c'est la recherche clinique, et cette recherche clinique, ça prend 5 à 10 ans. Donc, il faut de la patience, et la recherche fondamentale ne suffit pas. Or, en médecine et en sciences,
il y a un grand dicton qui dit « publish or perish ». Donc, on veut publier, et c'est clair que la recherche fondamentale est beaucoup plus prestigieuse, est connue comme quelque chose d'important, il faut comprendre, c'est de la science pure, etc. Et que parfois, la recherche clinique est considérée comme un parent pauvre et pas très original, etc. Donc, il y a une compétition que moi, je juge inutile et même détrimentale entre la recherche clinique et la recherche fondamentale, et les deux sont tout aussi complémentaires et indispensables. Ceci m'amène tout doucement à la deuxième partie de la deuxième partie, qui est la recherche clinique. Alors, la recherche clinique, c'est aussi une très nouvelle discipline. Et la recherche clinique en cancérologie est différente de la recherche clinique dans d'autres domaines. On peut développer un antihypertenseur, un antidiabétique, un antibiotique relativement facilement parce qu'on ne s'attaque pas nécessairement à une maladie potentiellement létale rapidement. Et en général, il suffit d'un seul spécialiste, un interniste, un endocrinologue, un infectiologue, des microbiologistes qui vont évaluer la meilleure façon de traiter cette maladie. Le problème, c'est que pour découvrir de nouveaux médicaments en cancérologie, on a besoin d'une multidisciplinarité. Et que d'abord, on s'adresse à un malade qui a une maladie grave et qui donc, pour laquelle nous avons, nous médecins, le devoir de les soigner et de les soigner le mieux possible, puisque pour des raisons éthiques évidentes, ils doivent avoir le meilleur traitement connu aujourd'hui. Et que ça implique une rigueur scientifique d'une part, mais aussi une honnêteté intellectuelle vis-à-vis de son malade, et de lui dire: moi, cancérologue, je ne connais pas aujourd'hui le meilleur traitement pour vous, et nous nous posons telle ou telle question, on peut tester ceci, et donc vous introduire dans une étude clinique. Il faut bien savoir que les recherches cliniques en cancérologie, ça ne se fait pas chez des volontaires sains. Contrairement aux antibiotiques ou à d'autres médicaments moins importants, je dirais, dans l'échelle du traitement des maladies, c'est que la cancérologie, on ne s'adresse jamais à des volontaires sains. Vous avez peut-être entendu les problèmes en Angleterre au cours de l'été sur des volontaires sains. On n'aura jamais une chose comme ça en cancérologie, puisque par définition, ce sont des malades. Et la multidisciplinarité rend les choses en cancérologie difficiles parce que vous devez avoir un chirurgien qui va enlever un morceau de la tumeur, un pathologiste qui va l'analyser et dire oui, c'est tel ou tel cancer avec tel et tel facteur de risque, avec telle et telle dissémination dans les ganglions, oui ou non. Puis, vous devez avoir un radiothérapeute, vous devez avoir un chimiothérapeute, vous devez avoir des infectiologues performants, parce que ça ne sert à rien de donner des chimiothérapies intensives, agressives, notamment surtout en maladies hématologiques, toutes les leucémies, et des greffes de moelle, si 30% des malades leucémiques décèdent d'infections invasives. Donc, tout ça nécessite une cohérence et une structure académique importante. Donc, on ne fait pas ça en amateurisme, mais dans des petits hôpitaux. Il faut avoir un soutien multidisciplinaire, une coopération pour faire de la recherche clinique de qualité selon les exigences médicales qui sont avant tout soigner le malade que vous avez en face de vous. Dans la recherche cancérologique, il y a en plus deux aspects qui n'existent pas dans les autres maladies et qui sont liés à cette multidisciplinarité. C'est que d'une part, on veut découvrir de nouveaux médicaments plus performants, moins toxiques, mais aussi on veut découvrir les meilleures stratégies thérapeutiques. Et l'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Est-ce qu'il faut enlever la prostate? Est-ce qu'il faut attendre parce que le malade va faire autre chose comme maladie? Est-ce qu'il faut irradier la prostate? Il n'y a aucun médicament impliqué dans ces questions qui sont fondamentales pour la qualité de vie du malade, pour les finances publiques, etc. Est-ce qu'il faut enlever tout le sein ou une partie du sein? Est-ce qu'il faut irradier beaucoup, pas beaucoup? Est-ce qu'il faut donner une extra dose sur le site de tumorectomie pour prévenir les récidives locales? Toutes ces questions n'ont rien à voir avec l'administration d'un médicament ni avec le fait de développer ou d'enregistrer et de commercialiser une nouvelle molécule. Et ça, c'est la complexité de la cancérologie, c'est la recherche académique de stratégies de référence, donc établir des nouveaux traitements standards. Quelle est la meilleure option de stratégie de traitement? Ce qui est tout autre chose que de prendre un carnet de prescription et de prescrire une chimiothérapie.
Et ça, c'est la beauté, je dirais, de la recherche clinique en cancérologie. La première partie de la recherche qui est faite pour développer des nouveaux médicaments, doit se faire en partenariat avec l'industrie pharmaceutique. Aucune université n'a les moyens ni les ressources disponibles pour développer des nouveaux médicaments. Mettre sur le marché un nouveau médicament coûte plus de 800 millions de dollars de développement. Donc, c'est illusoire, il n'y a aucun gouvernement, aucune ligue contre le cancer, aucune université qui n'est capable de développer une molécule. Et donc, des partenariats obligés avec l'industrie pharmaceutique parce qu'ils ont les ressources pour faire du drug discovery et du drug screening sont indispensables. Mais il faut aussi une recherche indépendante et une évaluation indépendante de ces médicaments. Alors, un autre aspect de la recherche clinique, et ça c'est important à souligner, c'est la méfiance des malades en général et du public vis-à-vis de la notion d'être inclus dans une étude clinique et d'être cobaye. Ça génère évidemment une anxiété chez le malade faramineuse et c'est bien compréhensible. Mais aussi, ce que le public en général ne sait pas, c'est que c'est excellent d'être entré dans une étude clinique parce que le médecin est tellement contrôlé, et je vous en parlerai dans une autre partie de l'exposé, et qu'il y a tellement de tests supplémentaires, etc., que finalement, ça offre une protection et une garantie déjà d'être dans des centres académiques qui font de la recherche, qui se posent des questions d'honnêteté intellectuelle et de rigueur, plutôt que de dire « moi, je suis le grand chirurgien, je vous opère lundi à 9h ». Ils se posent des questions à l'échelle multidisciplinaire et est-ce qu'il n'y a pas une étude clinique, est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie, etc., etc. Donc on entre dans un contexte tout à fait différent et en général les malades et le public qui n'est pas informé ne perçoit pas cette différence et cette opportunité de pouvoir entrer dans une étude clinique. Maintenant, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, la recherche clinique est indispensable. Il n'y a aucun médicament qui aboutira chez votre pharmacien s'il n'a pas été testé, screené sur des êtres humains. Donc, on fait de la recherche fondamentale, on comprend, c'est très bien. On fait des modèles animaux, c'est très bien. Mais il n'y a rien à faire. Une autorisation de mise sur le marché de n'importe quelle molécule nécessite des tests qui sont contrôlés par les autorités de la santé. Aux États-Unis, c'est la fameuse FDA, Food and Drug Administration. En Europe, en ce qui concerne la cancérologie, c'est l'EMEA. À Londres, l'Agence européenne du médicament qui autorise la mise sur le marché de tout médicament contre le cancer en Europe. Et donc, il n'y a aucune autorisation de mise sur le marché qui peut se faire sans des essais cliniques. Dans le monde, il y a 800 000 patients qui entrent dans des études cliniques chaque année. Et la Belgique est aussi un pays à la pointe là-dedans. Nous sommes un des pays où il y a le plus d'essais cliniques par habitant, parce qu'on a beaucoup de gros centres très performants, reconnus mondialement, et qui font de la bonne recherche clinique, et la Belgique est un centre de pointe de recherche clinique. La méthodologie des essais cliniques, c'est ce qu'on appelle les études cliniques, les essais cliniques, sont une méthodologie récente. Si aujourd'hui, l'aspirine et la pénicilline devaient être enregistrées, elles ne seraient pas enregistrées. Tellement les règles, les contraintes sont importantes. Les premiers essais cliniques datent de 1948, qui étaient des essais sur la syphilis et sur la tuberculose. Mais la méthodologie des essais cliniques a évolué au cours des 50 dernières années. Le premier essai clinique sur le cancer du sein a eu lieu en 1953. Auparavant, il y avait eu des essais, mais qui n'étaient franchement pas des essais, qui étaient les marins, les navigateurs sur les bateaux, où on avait remarqué qu'ils avaient tous un rachitisme et un scorbut quand ils partaient naviguer et qu'ils n'avaient pas de nourriture fraîche, ni de fruits, ni de légumes. Et un jour, il y a un marin qui a eu l'idée d'embarquer des citrons, et tous les marins qui mangeaient des citrons avaient de la vitamine C et n'avaient pas de scorbut ni de rachitisme, et c'est comme ça qu'on a découvert cela. Mais ça, ce n'était pas un essai clinique. Alors, la vraie recherche clinique date de la période post-Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les excès de Nuremberg, l'expérimentation humaine, et il a fallu attendre 1964 pour avoir la fameuse déclaration d'Helsinki,
qui est un petit peu le cadre général dans lequel tous les essais cliniques mondiaux sont effectués actuellement, qui sont les principes éthiques de l'expérimentation sur l'homme. Ça date de 1964, c'est franchement récent, 1964. Donc ça vous montre que la recherche clinique, c'est quand même quelque chose de nouveau, mais qui a été très, très, très encadré. Je reviens à la découverte et à la mise sur le marché des nouveaux médicaments. Quand on a un médicament qu'on pense actif in vitro au laboratoire, on a fait des tests chez l'animal, et on se dit, mes souris survivent. On a une bonne toxicologie, je vous ai expliqué, il n'y a rien à faire, il faudra passer chez l'homme. Cette phase-là se fait en 3 phases différentes. Donc, il y a 3 phases d'études cliniques chez l'homme. Il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3. La phase 1, c'est la phase où on essaie de détecter, de développer quelle dose je vais utiliser. Parce qu'on connaît la dose qu'on utilise chez l'animal, mais ça ne veut pas dire qu'on s'est extrapolé en milligrammes par kilo et qu'un homme égale une souris, etc. Donc il peut y avoir une métabolisation différente, une excrétion différente, soit par les reins, soit par le tube digestif. Donc il faut refaire des études de pharmacologie et des études qui établissent les doses du médicament. Ça, c'est une étude de phase 1 qu'on fait en général sur un nombre limité de malades, 20, 40 malades, et où on fait une escalade à des toutes petites doses à la fois selon une méthodologie extrêmement rigoureuse. Et pour faire 40 malades, on n'a pas besoin de grands réseaux internationaux, 2-3 universités très à la pointe et qui connaissent bien, peuvent faire ces études de phase 1. Ces études de phase 1 se font donc avec des médicaments dont on ne connaît rien. Ça veut dire que ce sont chez des malades qui sont au-delà de tout espoir thérapeutique et chez qui, évidemment, il n'y a pas un traitement efficace connu qu'on peut faire ce genre d'études, puisque par définition, nos principes éthiques disent que tout malade a droit à un traitement reconnu aujourd'hui comme le meilleur. Donc ces études de phase 1 se font chez des malades qui signent des consentements éclairés selon toutes les lois dont je vous parlerai, et qui sont au courant de ce qui se passe, mais qui ont l'espoir d'être les premiers à recevoir une molécule active. Et donc, c'est une chance extraordinaire de pouvoir être dans une phase 1 aussi, même si on a échoué à tout ce qui existe aujourd'hui, mais des malades qui ont le courage de dire « moi, je veux tester encore autre chose et je veux aussi faire du bien à la société et faire progresser les connaissances pour les malades ultérieurs ». Mais de temps en temps, il y a certains de ces malades qui bénéficient de ce traitement. D'autant plus que si les recherches préalables ont été menées de façon cohérente et intelligente. Quand on a la dose, alors on doit se dire, est-ce que ce médicament apporte quelque chose? Est-ce qu'il est réellement actif? Puisque si on le teste à une dose inférieure, on va passer à côté de peut-être quelque chose, un nouveau bon médicament. Si on le teste à une dose trop élevée, on va exposer des malades à une toxicité et on va jeter un médicament en disant qu'il est toxique, alors qu'effectivement, à une dose inférieure, il serait très bon. Donc ces études de phase 1 sont cruciales, importantes dans le développement d'une nouvelle molécule. Quand on a établi la dose, on veut voir l'activité. Maintenant, j'ai la dose. Est-ce qu'à cette dose-là, les tumeurs régressent? Pour ça, il faut donc des malades qui ont aussi des caractéristiques assez spécifiques, bien sûr qui sont consentants, etc., ça c'est toujours, mais qui ont des tumeurs mesurables et sur lesquelles on sait voir, après des tests bien précis et selon des méthodologies bien définies, est-ce que la tumeur régresse, est-ce que les métastases diminuent, est-ce qu'il y a des lésions mesurables au scanner thoracique ou hépatique. Donc, ça, ce sont les études de phase 2. Est-ce que ma drogue est active, oui ou non? Est-ce que je continue le développement? Et ces études-là se font en général sur 300, 400 malades. Et là, il faut commencer parce qu'il y a des critères d'exigence d'éligibilité. Donc, pour rentrer dans l'étude, tous les malades ne peuvent pas entrer dans l'étude. Il faut qu'ils aient des tumeurs mesurables. Ça, c'est déjà une chose. Et des fonctions hépatiques, rénales, etc. Et donc, là, il faut déjà plusieurs centres. Il n'y a pas un seul centre qui fait ça. Et puis après, quand effectivement on voit des régressions de tumeurs de façon inattendue selon des standards statistiques préétablis avant de commencer l'étude, on doit se lancer dans la question, qui est la question vraiment essentielle et fondamentale, qui est est-ce que ce médicament dont je connais la dose, dont je sais qu'il est actif, apporte quelque chose par rapport à ce qui est aujourd'hui le traitement de référence, le traitement standard connu?
Ça peut être qu'il est moins toxique, qu'il donne une meilleure qualité de vie parce que c'est une injection par jour au lieu de 3. Ça peut être parce qu'il est vraiment plus efficace. Ça peut être pour différentes raisons qu'un médicament est testé en phase 3 et est considéré comme une étude positive apportant quelque chose. Donc ce sont des grandes comparaisons par rapport aux traitements standards de référence aujourd'hui. Alors ça, ce sont des études qui entreprennent en général des centaines de malades, voire des milliers. Ça peut aller de 600 malades le plus souvent à 2000, 3000 et parfois même 6000 malades pour avoir la réponse à sa question. Alors là, on est dans un tout autre scénario et vous vous rendez compte que pour faire ce genre d'études, il faut des réseaux internationaux, il faut des centres de pointe pour que le recrutement des malades soit suffisamment rapide que pour ne pas avoir la réponse à sa question dans 15 ans. Si aujourd'hui nous ouvrons une étude qui est une étude de phase 3, 3000 malades, comparant 1500 malades avec ceci et 1500 malades avec cela, le temps de recrutement des malades va prendre en général 3 ans, 4 ans pour avoir ces malades. Mais après, on n'a pas encore la réponse à sa question. Il faut traiter les malades et puis il faut les regarder pendant 5 ans, puisque les standards en cancérologie, c'est la survie à 5 ans. Donc, ce n'est qu'en général, 10 ans après qu'on ait ouvert une étude, toutes les études qu'on ouvre aujourd'hui, nous aurons la réponse à nos questions dans 10 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, le public et les malades ne perçoivent pas et ne connaissent pas et ne savent pas. Or, c'est capital, c'est élémentaire. Il faut une observation de 5 ans après le recrutement. D'où l'intérêt de faire des études internationales dont le recrutement est relativement rapide pour raccourcir au maximum le délai. Et si on recrute les 3000 malades en 1 an, on a déjà gagné 3-4 ans rien que pendant le recrutement et on peut les observer 5 ans, ce qui veut dire qu'on a la réponse à 6 ans. Et c'est pour ça que toutes ces phases dont je viens de vous expliquer, phase 1, phase 2, phase 3, ça coûte 800 millions de dollars. Et donc que seules les industries pharmaceutiques savent financer ce genre de recherche. Il faut savoir qu'une molécule sur 10 000, pas testée chez l'homme, testée depuis le laboratoire. Quand les firmes pharmaceutiques ou les universités trouvent des molécules, 1 sur 10 000 passera le laboratoire, les animaux et toutes les phases humaines pour devenir un médicament. Et donc, ça montre le coût des médicaments actuellement parce qu'il y a énormément de médicaments qui ne passent même pas les barrières animales, par exemple, et qui n'arrivent jamais en clinique. Donc, une molécule sur 10 000 résulte en un médicament. Et puis, quand ce fameux médicament est sur le marché, nous, les cancérologues, avons encore énormément de questions parce que se pose alors le problème de la combinaison des médicaments. On sait que celui-là est efficace, mais on sait que celui-là est efficace. Or, en cancérologie, c'est toujours une polychimiothérapie. On ne donne pas un seul médicament parce que les cellules génèrent des résistances et trouvent le truc pour échapper à la chimiothérapie. Donc, on ne fait jamais un seul médicament. Ce sont toujours des combinaisons de 2 ou 3 agents chimiothérapiques pour éviter ces résistances. Donc, quelle est la meilleure combinaison? Oui, mais là, on a des drogues de différentes compagnies et forcément, les compagnies ne se mettent pas toujours d'accord pour tester les combinaisons. Donc, l'intérêt de réseaux de cancérologues qui, eux, ont envie de tester différentes molécules ensemble, mais aussi dans le cadre de stratégie, est-ce qu'on donne tel médicament avant la chirurgie pour diminuer la grandeur de la tumeur et faire une chirurgie beaucoup plus limitée et moins invasive, moins mutilante? Est-ce qu'on donne la radiothérapie avant ou après? Toutes ces questions sont ces questions que je vous ai déjà expliquées, la stratégie de traitement et ces stratégies qui, par définition, n'ont aucun intérêt commercial, mais qui sont fondamentales pour les finances publiques et pour le malade et qui ne sont pas financées par l'industrie pharmaceutique. Donc, est-ce qu'on enlève le larynx? Est-ce qu'on enlève tout le sein, une partie du sein, la prostate? Qui finance ce genre d'études? Ça, c'est essentiel et c'est essentiel pour l'avenir de l'Europe. C'est aussi important de réaliser que dans ces études de stratégie et dans ces études de mise au point de nouveaux médicaments, on ne passe pas de progrès de 5% de survie. Je vous ai dit, quand j'étais jeune et étudiante, les enfants leucémiques, c'était 5% de survie et maintenant c'est 80%. On n'est pas passé de 5 à 80%.
c'est une succession de phase 3 de grandes études qui ont compris des centaines et des milliers d'enfants leucémiques qui ont été soumis à ces tests pour passer de 5 à 12%, de 12 à 20, de 20 à 30, etc. Donc, on ne fait pas des sauts comme ça, c'est impossible. En cancérologie, ça n'existe pas. Ou c'est exceptionnel. C'est arrivé il y a 2-3 ans pour une tumeur très, très rare digestive, le sarcome digestif, le fameux GIST, dont nous avons d'ailleurs participé à l'étude. C'était une étude menée par les ORTC et où on a démontré qu'un médicament faisait une différence de survie. Mais ça, on voit une fois dans sa vie de cancérologue. C'est exceptionnel. On ne doit pas attendre de passer de 20% à 80%. En général, ce sont des petits pas. Mais ces petits pas, quand on regarde en arrière, 1974, 75 à 2005, ces petits pas successifs font que le pronostic des malades a complètement changé et est beaucoup plus favorable aujourd'hui. Je vous ai donc expliqué la recherche clinique et l'ensemble des partenaires. Et donc la complexité de cette recherche clinique fait qu'il y a non seulement le malade, qui est évidemment au centre, mais aussi le médecin, et là ce n'est pas le médecin, mais ce sont les médecins et toutes les spécialistes, le chirurgien, le pathologiste, le chimiothérapeute, radiothérapeute, etc. Et vous imaginez bien qu'il faut impliquer tous les partenaires et que pour les médecins qui travaillent dans des centres académiques, travailler dans cet esprit-là et dans ce cadre-là prend beaucoup plus de temps que de nouveau dire je suis le grand radiothérapeute ou chirurgien, je vous opère ou je vous irradie selon tel schéma, sans se poser la question et sans avoir d'infirmières spécialisées, de psychologues, de chercheurs autour de lui, etc. Il y a aussi parmi d'autres partenaires les comités d'éthique, locaux, nationaux, européens, internationaux, les autorités à qui nous devons déclarer toute ouverture d'études. Donc, on ne peut pas ouvrir une étude sans déclaration aux autorités nationales. Le pouvoir politique, qui évidemment est essentiel, qui finance ce genre de recherche, et on en reparlera. L'industrie pharmaceutique, s'il s'agit de développer un nouveau médicament. Et le mécénat, qui est crucial, et on en reparlera aussi. Pour les stratégies thérapeutiques, en Europe, aujourd'hui, il n'y a que le mécénat qui finance ce genre d'études. Comme je vous l'ai dit, l'industrie, elle a des actionnaires. Ils investissent énormément pour développer de nouvelles molécules et c'est important, c'est indispensable. Mais eux, ce qui compte, c'est time is money. Donc, il faut enregistrer la molécule le plus vite possible. Et quand elle est enregistrée, ils n'ont plus nécessairement l'intérêt de faire les études de stratégie ou de combinaison que les réseaux de cancérologues ont envie d'évaluer pour définir vraiment la vision académique de quelle est la meilleure stratégie de traitement pour les malades. Ceci dit, moi je fais quand même un plaidoyer pour un partenariat et une évaluation indépendante des études menées en coopération avec l'industrie pharmaceutique parce que si on veut et si on croit au progrès et aux nouveaux traitements, il n'y a rien à faire, on est obligé de collaborer et je crois que c'est une collaboration fructueuse avec l'industrie pour avoir des traitements beaucoup plus performants. Je vais passer à la troisième partie de mon exposé qui est les ORTC. Donc, je vous ai parlé de l'incidence de l'épidémiologie, qu'est-ce que c'est le cancer. J'ai parlé de la recherche fondamentale et la recherche clinique. Alors, qu'est-ce que fait les ORTC dans tout ça? Je vais d'abord boire un petit peu. Alors, les ORTC, pourquoi les ORTC? C'est European Organization for Research and Treatment of Cancer. C'est une organisation indépendante, privée, sous la loi belge, que les Belges ne connaissent pas, et pour ça, ça me fait plaisir de venir en parler, qui est pour moi une fantastique success story. En 1962, le professeur Henri Tagnon était revenu des États-Unis où il a passé 11 ans, à Boston et à Memorial, l'hôpital où je suis allée à New York par après, et avait créé un institut multidisciplinaire, l'Institut Bordet. Et en 1952, il est revenu. Et en 1962, il s'est dit que si les Européens voulaient créer un centre de recherche et une coopération internationale compétitive par rapport aux recherches, c'était les Golden 60s, le début de la chimiothérapie, on commençait à comprendre certaines choses, les Watson et Crick 53,
il y avait vraiment un boom de biotechnologie à cette époque-là. Les Européens devaient se mettre ensemble et ce n'était pas la France, la Belgique ou la Hollande ou l'Allemagne seuls qui allaient faire des progrès en cancérologie. Il fallait que tous ces profs de cancérologie soient d'accord de travailler ensemble. Et la mission de l'EORTC, c'est de coordonner des recherches cliniques en Europe. Donc, ils étaient vraiment visionnaires. Pas de faire de la recherche de laboratoire ni sur les animaux, mais de coordonner, de mettre sur pied un réseau de recherche clinique européen avec des universités de manière tout à fait volontaire et indépendante qui voulaient travailler ensemble et sans aucune pression d'aucun gouvernement ni de la Commission européenne. Je vous ai dit, c'était les Golden Sixties, on est à Bruges, c'est près de Ypres. C'était le début de l'hypérite azotée. Et ils se sont rendus compte, le gaz moutarde avait des activités sur les cellules hématologiques, sur le globule blanc et sur les globules rouges. Et c'est de là que sont partis tous les traitements de leucémiques et de maladies de lymphome et de Hodgkin, avec les observations qui ont été faites avec une arme, l'hypérite azotée, le fameux gaz moutarde, et c'était le début de la chimiothérapie. Alors, aujourd'hui, l'EORTC est un réseau de 300 universités qui regroupe 2500 cancérologues qui décident bénévolement eux-mêmes de travailler ensemble pour faire de la bonne recherche académique indépendante au niveau européen et donc de faire essentiellement des grandes phases 3 de stratégies thérapeutiques, mais aussi des études de phase 2, pas nécessairement des études de phase 1 parce que 2 universités, comme je l'ai dit, peuvent les faire, mais des grandes études de phase 3 et des études de phase 2. Alors, ce réseau de cancérologues traite 6000 malades chaque année dans des études cliniques et pour la Belgique, environ 700 malades sont chaque année traités dans des études coordonnées et menées par l'EORTC. Sur les 6000 malades, 85% viennent des pays de l'Union européenne. Mais il y a aussi la Norvège, la Suisse, Israël, la Turquie, etc. On travaille sur 24 pays. Et pour la Belgique, il y a 30 hôpitaux, dont toutes les universités, qui participent aux études de l'EORTC. Alors, toutes ces études sont faites et coordonnées à partir d'un centre de coordination qui est le quartier général de l'EORTC, le Data Center, qui lui a été créé en 1974 et qui est à Bruxelles. Aussi, beaucoup de Belges ne savent pas que ça existe. Et quand moi j'ai repris la direction du quartier général de l'EORTC à la demande, à la suggestion du professeur Tagnon en 1991, on était 28 chercheurs et moi seul médecin. Aujourd'hui, nous sommes 148 de 12 nationalités différentes et on a 10 médecins full-time chez nous à Bruxelles pour coordonner toutes ces recherches. Alors, ce n'est pas qu'on a augmenté le nombre de malades. On traite toujours 6000 malades chaque année. Mais c'est pour vous montrer au cours des 15 dernières années, et j'en parlerai dans la section ultérieure de l'exposé, la complexité de la recherche clinique qui a fait que j'ai dû professionnaliser le staff, le rendre adéquat par rapport à toutes les règles et les obligations et faire en sorte que pour traiter correctement et selon les aspects réglementaires et législatifs de tous les pays européens, il nous faut aujourd'hui plus de 140 chercheurs pour manager correctement 6000 patients chaque année dans nos études. Donc nos chercheurs sont des médecins, des statisticiens, des informaticiens, des biologistes, des vétérinaires, des juristes, des spécialistes en éthique, toutes sortes de spécialités en recherche clinique puisque nous ne faisons que de la recherche clinique. Mais c'est la seule organisation qui fait des recherches cliniques indépendantes à l'échelle européenne, à l'échelle pan-européenne et de manière indépendante. En fait, l'EORTC a apporté énormément au cours des 40 dernières années, tant aussi bien pour les tumeurs fréquentes, donc je disais les cancers du sein, les cancers de la prostate, etc., où là, maintenant, compte tenu de la complexité de la recherche, il faut de très grandes études parce qu'on connaît ce qui cloche au niveau mécanisme cellulaire. Et donc, si on veut analyser des sous-groupes de malades qui ont cette altération génétique, etc., il faut 6000 malades. Nous venons d'ouvrir cette semaine une étude dont vous entendrez probablement parler dans beaucoup de journaux, qui s'appelle le MINDACT, qui est une étude de 6000 patientes qui ont un cancer du sein avec des ganglions non envahis, pour voir si on va pouvoir empêcher d'administrer de la chimiothérapie à 15% de ces malades, puisqu'elles n'ont pas de ganglions envahis,
en fonction de la signature moléculaire de leur tumeur. Donc, on va les opérer, prendre un morceau de leur tumeur, analyser leur tumeur, voir quelle est la signature génétique, les gènes qui dysfonctionnent, et en fonction de ça, voir si on peut prédire et prévenir le pronostic et donc éviter de la chimiothérapie à 15% de malades. Alors, vous imaginez la logistique derrière une étude de 6 000 malades. Cette étude coûte 35 millions d'euros. Rien qu'une seule étude. Donc, vous voyez que pour ça, il faut des réseaux internationaux, il n'y a rien à faire. Mais aussi pour des études de radiothérapie, il y a 7-8 ans, on a fait une étude de 5 000 malades, irradiation cancer du sein, où est-ce qu'une extra dose d'irradiation sur le site tumoral prévient les récidives locales. Et donc là, de nouveau, il n'y a aucune firme qui va investir en radiothérapie, et donc il n'y a qu'un réseau indépendant international qui peut traiter 5 000 malades avec un cancer du sein. Et effectivement, là, on a démontré que cette extra dose de radiation était surtout bénéfique chez les femmes jeunes qui avaient un moins bon pronostic et qu'après 60 ans, ce n'était peut-être pas indispensable de faire cette supra-irradiation après l'irradiation normale. Mais aussi, l'EORTC a apporté beaucoup de choses dans les tumeurs rares. Je vous parlais du GIST, le fameux gastro-intestinal stromal sarcome, qui est une tumeur très rare. Et par définition, si on parle de tumeur cérébrale, de sarcome, de rétinoblastome, de leucémie, il n'y a aucun pays seul, la France ou l'Italie, l'Allemagne, qui va pouvoir de nouveau recruter suffisamment de patients avec le même cas dans un laps de temps suffisamment court que pour avoir des réponses aux questions. Donc là, pour des tumeurs rares, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que des réseaux internationaux sont indispensables si on veut avancer en Europe. Et donc, l'EORTC a apporté ainsi des traitements, et je vais vous donner un exemple de stratégie de traitement. Une de nos belles études, mais on en a fait énormément, c'est la laryngectomie. Le cancer du larynx reste quelque chose qui n'a pas un très très bon pronostic. Et nous avons fait une étude il y a 7-8 ans qui visait à voir si on pouvait améliorer la qualité de vie du malade en lui laissant son larynx. C'est-à-dire qu'on savait que les malades allaient mourir, mais c'est quand même plus confortable de mourir en pouvant parler à ses proches et à sa famille que plutôt d'être laryngectomisé et avoir une trachéotomie. Et donc, c'est l'EORTC qui a établi le nouveau traitement standard et qui a obtenu le fait que 43% des malades qui ont un cancer du larynx peuvent éviter, échapper à la laryngectomie et donc conserver leur larynx plutôt que d'avoir une laryngectomie. Donc ça, c'est évidemment très important. L'EORTC a aussi fait des progrès récents très importants dans le glioblastome cérébral, qui est une tumeur de nouveau cérébrale rare, etc., la maladie de Hodgkin, les lymphomes, le cancer du sein. Et je vais vous parler un petit peu de mon dada personnel, puisque je ne fais plus de recherche personnelle, je suis devenue un manager de recherche. Mais ma recherche personnelle était une recherche sur les infections chez le malade atteint de cancer. Et effectivement, comme je vous l'ai expliqué, les traitements contre la leucémie, les greffes de moelle, etc., sont extrêmement invasifs et diminuent les défenses immunitaires des malades, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus de globules blancs et ne se défendent pas contre des microbes qui peuvent même être banaux, je dirais, pour le tout venant. Et donc, ces malades sont sensibles à ce qu'on appelle l'immunodépression et donc font des infections dites opportunistes. Un petit peu la même chose que les malades qui ont le sida. Ils ont des défenses immunitaires altérées et donc font des complications infectieuses. Et mon domaine personnel de recherche à New York, et quand je suis rentrée jusqu'en 91, où j'ai repris la direction de l'EORTC, c'était comment prévenir que des malades cancéreux qui étaient traités par des traitements extrêmement agressifs de chimiothérapie ne meurent de complications infectieuses. Et il faut savoir que dans les années 60, la mortalité d'une septicémie à Escherichia coli ou à n'importe quel bacille était de 80-90% en cours de chimiothérapie parce qu'on n'avait pas de globules blancs. Aujourd'hui, la mortalité d'une septicémie sans globules blancs est de moins de 5%. Et c'est l'EORTC qui a défini les traitements de référence du patient fébrile neutropénique, donc patient qui a de la fièvre, neutropénique qui n'a pas de globules blancs,
quelles sont les mesures à prendre au point de vue infectieux pour que ce malade ne décède pas de complications infectieuses alors qu'il est en cours de traitement chimiothérapique. C'est aussi une approche de l'EORTC. Et mon domaine plus particulier, puisque quand je suis arrivée, les progrès étaient déjà réalisés vis-à-vis des bactéries, mais c'était les complications fongiques à champignons, l'aspergillose, la candidose invasive dans le cerveau, le foie, la rate, etc. Donc moi, j'ai travaillé plus spécifiquement sur les infections à champignons chez le malade atteint de cancer. Et outre cette mission d'effectuer ces recherches internationales, l'EORTC, en particulier mon staff, je dirais le quartier général, a comme mission de faire ses propres projets de recherche méthodologiques. Et il est nécessaire de faire ces recherches méthodologiques parce que les critères d'évaluation des médicaments changent. Grâce à la recherche fondamentale, on sait qu'une tumeur qui métastasie, qui progresse, crée des nouveaux vaisseaux pour avoir de l'oxygène, pour avoir des protéines, pour avoir du sucre. C'est ce qu'on appelle la néoangiogénèse, la fabrication de vaisseaux pour se nourrir. Il faut nourrir les tumeurs. Une des approches actuelles est de couper la possibilité pour les cellules de générer ces vaisseaux et donc de ne plus distribuer d'oxygène, de protéines, de sucre, etc. C'est ce qu'on appelle les anti-angiogénèses. Mais le cancer risque et va probablement devenir une maladie chronique, c'est-à-dire que nous allons apprendre à vivre avec le cancer. On ne va plus nécessairement éradiquer toutes les cellules et vouloir tuer toutes les cellules, les bonnes et les mauvaises, mais les inhiber, les mettre en phase de latence, les empêcher de se proliférer et de disséminer, et notamment en leur coupant les vivres et en empêchant la néoangiogénèse. Mais il est évident que si on veut évaluer des médicaments anti-angiogénèse, ce n'est pas en regardant les métastases disparaître, puisqu'elles ne vont pas disparaître, mais elles ne vont plus métastasier, elles ne vont plus croître. Et donc, il faut aussi une méthodologie statistique qui va éviter de rejeter des médicaments potentiellement actifs et intéressants et importants, parce qu'on n'a pas les critères d'évaluation. Et l'EORTC, avec le National Cancer Institute américain, a d'ailleurs mis au point une technique, un critère d'évaluation qui est utilisé maintenant dans le monde entier depuis 2002, qui s'appelle RECIST, Response Evaluation Criteria for Solid Tumor, pour développer et valider de nouvelles techniques d'évaluation de nouveaux médicaments qui ont d'autres mécanismes d'action que de tuer toutes les cellules, mais de les laisser dormantes, latentes et inoffensives. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a une grosse collaboration entre notre centre et le fameux National Cancer Institute américain, qui d'ailleurs nous finance depuis 1974 sans interruption, ce qui est ce que nous avons coutume de dire dans notre jargon, le dernier Marshall Plan européen, pas le Marshall Plan wallon, mais le Marshall Plan américain. Puisqu'on parle de financement, je vais quand même vous dire, l'EORTC est aussi financé par le National Cancer Institute, par des fondations privées belges, mais aussi par le Charitable Trust. EORTC Charitable Trust est notre fondation de l'EORTC et c'est la princesse Astrid qui en est la présidente honoraire. Cette fondation avait été créée en 1976 et le mois passé, au mois de novembre, il y a eu un concert à Bruxelles aux Beaux-Arts, Philippe Herrewey qui est venu avec Bach pour les 30 ans de l'EORTC Charitable Trust où la princesse Astrid a assisté à ce concert. Je vous ai parlé de l'EORTC, je vous avais parlé du cancer, de la recherche fondamentale clinique de l'EORTC. Je viens à la quatrième et dernière partie de mon exposé où je vais vous donner mes notes personnelles, comme je vous ai dit, sur les défis et les opportunités de la recherche, avec des messages d'espoir, mais aussi le désir de changer des mentalités en Europe à différents niveaux. Alors, quels sont les défis qui, pour moi, sont les plus importants pour la cancérologie du début du XXIe siècle? Les budgets alloués à la recherche. Je vais revenir à quelques chiffres. L'Europe. Le budget de la Commission européenne est énorme. C'est un budget qui est défini par le Parlement européen et le Parlement européen fait ce que les États membres disent de faire.
La politique agricole commune représente 40% du budget de l'Union européenne. 40%. Le budget de la recherche représente 3%. Le financement de la culture du tabac représente 900 millions d'euros par an. 900 millions d'euros par an. C'est important pour les jobs au Portugal, en Espagne, en Grèce, etc. C'est tout le concept de la politique agricole commune. Le budget de l'Union européenne pour la recherche contre le cancer était jusqu'à 2006 de 97 millions par an, donc 10 fois moins. Et dans le 7e programme cadre qui va commencer au mois de janvier 2007 jusqu'en 2013, on vient de voter la semaine passée, il est diminué, il sera de 57 millions par an pour le cancer. Alors ça, pour moi, c'est un défi et honnêtement, c'est quelque chose qui nous va loin parce que c'est vraiment compliqué d'essayer de faire comprendre que l'Union européenne, tout le monde pourrait penser qu'une organisation comme la mienne est financée abondamment, largement, 100% par l'Union européenne. Eh bien non, nous n'avons pas de financement structurel de la Commission européenne. Nous pouvons soumettre des projets dans les programmes cadres au 3e, 4e, 5e, etc. Et on l'a fait chaque fois, avec de temps en temps un bonheur plus ou moins grand. 5% des projets sont subventionnés. Il y a énormément de soumissions de projets, mais nous n'avons pas de support structurel, automatique, indépendant. On doit soumettre des projets comme tout le monde et on en a en général un. Je vous ai parlé de l'étude MindAct qu'on vient d'ouvrir, les 6 000 malades cancer du sein, 35 millions d'euros. La Commission en donne 6. Et tirez votre plan pour trouver les 29 autres. Donc, bon, maintenant, vous allez me dire, avec 97 millions par an, si une étude coûte 35, c'est clair qu'ils savent financer 3 études par an en Europe et que politiquement, ça n'est pas possible. Pourquoi financer une étude des ORTC et pourquoi pas une étude du MRC en Angleterre ou de la Dutch Krebshilfe en Allemagne ou de l'INCA, l'Institut national du cancer à Paris. Donc là, on se tombe dans la politique nationale, locale, qui fait que les budgets de la Commission, en tout cas en recherche, c'est difficile. On a un petit espoir avec le tabac parce qu'ils ont décidé d'entrer dans une phase de transition et de descendre la subvention des producteurs de tabac de 900 millions d'euros en 2 ou 3 ans pour arriver à 300 millions d'euros. On est quand même loin des 57 millions pour le cancer. Alors, de ces 57 millions du cancer, un autre challenge, je dirais, c'est que 15% seulement vont à la recherche clinique. Parce que la recherche clinique est considérée comme traiter les malades, pas originale. Et donc, les donateurs, les mécènes, l'Union européenne, les ligues nationales contre le cancer financent beaucoup plus la recherche fondamentale que la recherche clinique, qui souvent est amalgamée avec la recherche de l'industrie pharmaceutique, ce que j'ai essayé de vous expliquer, que c'était 2 choses très différentes et complémentaires, indispensables. Mais en tout cas, en cancérologie, les stratégies de traitement sont importantes. Donc, comprendre le génome ne suffit pas, il faut établir les stratégies, et pour ça, il faut faire de la recherche clinique. Et c'est très dommage que les budgets alloués à la recherche clinique, il faut toujours se battre pour faire admettre qu'il faut des budgets pour faire des grandes études de stratégie thérapeutique. Les ligues nationales contre le cancer donnent énormément d'argent. D'abord, elles collectent énormément d'argent. Cancer Research UK est la plus grosse charité au monde. Ils collectent des sommes, je crois que c'est 600 millions de livres par an. C'est faramineux, rien qu'en Angleterre. La Dutch Koninklijke Wilhelmina Fund en Hollande aussi collecte énormément d'argent, mais de nouveau finance plus des études fondamentales, un peu de recherche clinique, surtout en Hollande et maintenant en Angleterre aussi. Mais là, on se heurte à un autre problème, c'est que les ORTC, par exemple, est une organisation européenne et que ces ligues disent c'est de l'argent qui vient de nos donateurs, de notre pays, doivent être dépensés dans notre pays et il y a un esprit de clocher faramineux qui fait que tout est dilué, dupliqué et que finalement personne ne croit vraiment à une coopération européenne et que
c'est un problème de financer des études à l'échelle internationale parce que personne n'a envie que son argent aille dans une petite boîte noire à Bruxelles, surtout Bruxelles, qui a en Allemagne une mauvaise réputation. Quand ils parlent de la Commission européenne, ils ne disent pas la Commission, c'est Bruxelles. Donc Bruxelles a encore inventé ceci et Bruxelles a inventé cela. Et alors, un autre défi, parce que l'Europe est vraiment quelque chose d'extraordinaire et un potentiel énorme, c'est que le financement par habitant, on est grosso modo pareil, 450 millions, 500 millions d'habitants, est 7 fois plus élevé pour la recherche contre le cancer aux États-Unis, 17,6 € par habitant, alors qu'il est de 2,7 € en Europe. Alors, et avec ça, les Européens travaillent quand même pas mal. Hein. Il n'y a pas à dire, on travaille très bien avec ce qu'ils appellent shoestring, à lacet de chaussures. Il y a 2,7 € par rapport à 17,6 € aux États-Unis. Un autre chiffre, le budget du National Cancer Institute américain à Bethesda est de 6 milliards de dollars tous les ans. Je vais vous comparer ça à 97 millions d'euros de la Commission européenne. C'est vraiment risible. Deuxième défi, deuxième remarque, la fuite des cerveaux. C'est indispensable pour des chercheurs d'aller voir ailleurs. Je crois que la meilleure chose que j'ai faite dans mes jeunes années de médecin, c'était de partir 2 ans, me faire les dents et surtout apprendre la recherche et voir autre chose aux États-Unis. Et c'est fantastique. Mais ce qui est dramatique, c'est que moi, je suis contente d'être venue. Aujourd'hui, 13% des PhD, donc les doctorants qui partent en Australie, aux États-Unis, etc., envisagent de revenir. Ce qui veut dire que toute la bonne recherche qui est faite aux États-Unis est faite avec des cerveaux européens. Et donc maintenant, ils partent en Inde, ils partent en Australie, ils partent au Japon. Et c'est quand même lamentable de voir qu'on a 4000 universités en Europe et 435 000 chercheurs, et que dès qu'on tourne le dos et qu'on part aux États-Unis ou en Australie, on n'a plus envie de revenir parce qu'on passe plus de temps à chercher des sous qu'à faire de la recherche. Et ça, c'est un problème. Vous demandez, il y a un Belge assez connu qui est pour le moment un des grands directeurs de Genentech, qui est la plus grosse boîte de biotechnologie à San Francisco, mais il n'est pas revenu. Mais en attendant, Genentech est dirigé par un Belge qui est aux États-Unis. Et donc, la motivation des jeunes est très, très, très importante et ils sont plus intéressés par la science. Les bons éléments dans les collèges, les lycées vont en business, Solvay, l'ERIC et compagnie, mais ne sont plus intéressés par la médecine et la science. Et donc ça, c'est important. Il y a une désaffectation du prestige de la science. Il faut dire qu'on met beaucoup de bâtons dans les roues des médecins aussi. Il y a des pressions de la part des directeurs d'hôpitaux. Quand un malade se présente à une consultation et qu'un cancérologue doit expliquer « vous avez un cancer », c'est déjà difficile. « Je ne connais pas le meilleur traitement. On peut vous mettre dans une étude clinique. » Tout ça prend un temps fou. Et les directeurs administratifs des hôpitaux, ils voient leur budget. Ils préfèrent qu'on voit 20 malades à une consultation plutôt qu'expliquer à 2 malades qu'est-ce que c'est qu'être dans une étude clinique solide de stratégie thérapeutique, qui génère beaucoup de questions, etc. Donc, de toutes parts, il y a des manques de volonté, de pression, de progrès, etc., pour l'attrait des sciences, pour les vocations, parce que je crois que vraiment faire de la recherche clinique en cancérologie, c'est de l'apostolat. Et il n'y a pas beaucoup d'incentives, comme on dit dans un jargon anglo-saxon, pour maintenir ce genre de chercheurs. Et on est peut-être une génération en voie de disparition parce que la relève n'a pas ce feu sacré de la recherche clinique, ou tout au moins c'est difficile à leur inculquer. Ce qui veut dire que je pense aussi que la refonte des universités, le congrès de Bologne, la mobilité des étudiants, etc. en Europe est peut-être une opportunité et quelque chose d'important pour obtenir une masse critique et pour repenser la façon dont les universités s'organisent. Et je pense qu'on va faire ça en Belgique aussi. Chaque université ne peut pas avoir tous les équipements pour toutes les maladies, le cardiovasculaire, le neurocérébral, le cancer, et peut-être faire des grandes académies où on fera, comme en Hollande, les greffes de foie dans telle université, mais la greffe de moelle dans une autre université, et plus toutes les universités qui font tout, et tout à moitié. Donc ça, c'est très important aussi.
L'enseignement de la recherche clinique est aussi quelque chose de très important. On apprend sur le tas. Il n'y a pas de cours de recherche clinique. Donc, c'est quand vous êtes dans une institution académique, et moi, c'est parce que j'ai honnêtement fait beaucoup de stages abordés quand j'étais étudiante en médecine, que j'ai ouvert des yeux et vu qu'est-ce que c'était au lit du malade. Ça m'a séduit. Mais on n'apprend pas. Il y a 5% des médecins qui pratiquent, qui font de la recherche clinique. Donc, ils savent ce que c'est. Et d'où il y a 5% des malades qui sont entrés dans des études cliniques parce qu'il faut que leur médecin le leur propose et qu'ils soient sensibilisés à ça. Donc, un enseignement de la recherche clinique en Europe, pour moi, est essentiel aussi. Et d'autant plus que l'industrie pharmaceutique tente maintenant à délocaliser ses chercheurs, alors que la Belgique était, comme je l'ai dit, un des pays au monde où il y avait le plus de recherche clinique. Vous avez tous entendu maintenant Lilly qui délocalise ses centres de recherche de Mont-Saint-Guibert, etc. Donc, il ne faudrait pas que tous les gros centres de recherche clinique européens, y compris belges, y compris de l'industrie pharmaceutique, parce que là, on est main dans la main partenaires, délocalisent hors de Belgique, comme Lilly l'a fait au cours des derniers mois. Les universités européennes, le déclin de la production scientifique, je vais vous l'illustrer en parlant des prix Nobel. Entre 1901 et 1950, 73% des prix Nobel étaient attribués à des Européens. Chapeau. Entre 1951 et 2000, 33%. Et entre 1995 et 2004, 19%. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner, cet attrait de la science, essayer de promouvoir les nouvelles générations et faire en sorte que les chercheurs aient les subsides nécessaires, plutôt, comme je l'ai dit, de chercher de l'argent, qu'ils cherchent vraiment et qu'on les aide à trouver de l'argent. Ça, c'est vraiment pour moi un défi majeur. Sinon, l'alternative, c'est que l'Europe devienne un musée, et c'est fantastique d'avoir Bruges, c'est fantastique d'avoir Florence, Naples, etc. Mais il n'y a pas que les musées, et je pense qu'il y a aussi les cerveaux. On perd un leadership, c'est dommage, parce qu'on avait nos expertises. Pour moi, je suis une Européenne convaincue. Je crois que l'Europe passe une crise identitaire. Le nom de la France et de la Hollande sont dramatiques, mais ça reflète un malaise, un mal-être, une mauvaise compréhension, peu d'enthousiasme en tout cas pour l'Europe. Et on est doué actuellement pour un système tout à fait archaïque qui est lié à la peur de la perte de l'autonomie nationale, parce que je pense qu'il y a un manque de confiance et un manque d'enthousiasme pour l'Europe. Un autre défi, et qui n'est pas petit, et qui dirait est mon cauchemar quotidien, j'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup, c'est le contexte des affaires réglementaires. Alors là, si on avait voulu tuer l'Europe, et en tout cas tuer la recherche clinique en Europe, on ne s'y serait pas pris autrement. Toutes ces études cliniques sont sous la déclaration d'Helsinki, les affaires internationales, le Conseil de l'Europe, etc. En 2001, la Commission européenne, qui est divisée en différents directorats généraux, mais là, DG Entreprise, pas DG Recherche, parce que la recherche clinique, c'est quand même recherche chez l'homme. Mais la DG Entreprise, elle veille au bien-être des entreprises en Europe. C'est important. C'est très important. Mais c'est DG Entreprise, tenez-vous bien, qui a fait une directive européenne sur l'expérimentation humaine et sur les essais cliniques. Qu'est-ce que c'est qu'une directive? C'est une règle qui doit être transposée dans la législation nationale, puisque la santé reste une des prérogatives des États membres et que la Commission n'a pas d'autorité sur la gestion des soins de santé dans aucun des pays. Mais elle peut faire des recommandations et des directives qui sont obligées d'être implémentées. Le hic, c'est que chaque pays peut l'implémenter à sa façon. Et que donc, on en est arrivé à un contexte d'affaires réglementaires tout à fait cauchemardesque, parce qu'il y a tout sauf une harmonisation dans les procédures d'autorisation de commencer des études cliniques, donc de l'expérimentation humaine. Ce qui veut dire que moi, directeur général de l'EORTC, quand j'ouvre une étude clinique, et on en ouvre une vingtaine par an, je dois me conformer à la législation de tous les pays
qui est différente, ce qui veut dire que les primes d'assurance sont différentes pour un même malade dans une même étude avec les mêmes risques entre l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique, la France, etc. J'ai 7 polices d'assurance différentes et il n'y a aucune justification à ce que l'étude soit différente dans les pays. Donc, tout ça parce qu'il n'y a pas d'harmonisation européenne et parce que chaque État membre veut garder, dans mon pays, c'est 10 millions d'euros pour 5 ans. En cas d'indemnité, dans mon pays, c'est sans faute et on ne sait pas combien, on ne met pas de limite. Dans un troisième pays, c'est autre chose. Tout ça pour la même étude. Donc, moi, je dis toujours aujourd'hui, l'Europe de la recherche n'existe pas. Et non seulement ils ont fait une première directive, mais ils en ont fait une deuxième sur les bonnes pratiques cliniques en 2004. Et donc, ça continue que l'implémentation des directives passe par le nationalisme exacerbé et qu'une coopération à l'échelle européenne devient vraiment extrêmement difficile, avec comme résultante que le coût de la recherche augmente, ce qui veut dire qu'on diminue le nombre de recherches, puisque avec le même argent, on peut en faire moins. Il y a aussi les comités d'éthique qui, en Belgique, ça c'est aussi un problème, on a autant de comités d'éthique que d'hôpitaux. La France, là, a pris une excellente mesure il y a une dizaine d'années, c'est qu'elle a fait des comités reconnus, centraux, je crois qu'il y a 18 ou 20 comités d'éthique pour toute la France, et où, quand une étude est approuvée à Lille, elle peut être réalisée dans toute la France. Il n'y a pas de comité d'éthique européen, ça, il ne faut pas rêver. Mais si c'est éthique à Lille, c'est éthique à Marseille. Honnêtement, pour moi, si c'est éthique à Gand, c'est éthique à Louvain. Eh bien, ce n'est pas le cas. J'ai eu, la semaine passée, une étude où les 2 comités d'éthique se sont bagarrés pour des luttes de pouvoir, parce qu'une étude, il voulait changer 2-3 mots dans le consentement éclairé. Et donc, il y a 90 comités d'éthique en Belgique qui foutent la pagaille et qui freinent la recherche en Belgique aujourd'hui. Ça, c'est le contexte réglementaire. Comme j'ai dit, c'est une catastrophe pour la compétitivité de la recherche européenne et c'est dommage. Et on essaie de réparer les morceaux. Mais la Commission européenne ne va pas changer cette directive. Et je répète, cette directive a été faite par la DG Entreprise pour préserver les jobs de l'industrie pharmaceutique en Europe. C'était louable. Mais ils ont complètement oublié le problème de la recherche académique, le problème de la cancérologie, de la recherche indépendante, des stratégies thérapeutiques qui n'ont pas pour but l'enregistrement et la commercialisation d'un médicament, irradié, pas irradié, opéré, pas opéré, mais c'est de la recherche clinique. Donc, on est obligé de suivre les mêmes lois. Et tout ça sans augmenter la qualité de la science ni la protection du malade, parce que ces 2 directives ne changent ni la protection du malade, ni la qualité des études scientifiques qui sont réalisées. C'est dramatique. Un autre challenge, je dirais, qui est une réflexion personnelle, c'est la méfiance du public vis-à-vis des recherches cliniques et ce contexte de frilosité vis-à-vis des progrès de la biotechnologie, alors qu'il y a un engouement qui, moi, honnêtement, me navre, pour les médecines dites douces, alternatives, etc. Là, il y a une fascination pour l'ésotérisme et on n'est pas aussi exigeant. On prend n'importe quelle tisane qui vous conduise à Patresse, sans savoir où elle est faite, comment, pas de phase 1, pas de phase 2, pas de phase 3, rien du tout. On ne sait pas comment elle est packagée, comment elle est storée, quel est le contrôle de qualité, rien du tout. Et quand on voit tous les ennuis législatifs qu'on a pour mettre sur le marché un médicament, avec tous les tests, toutes les contraintes, toutes les sécurités, et puis le public est séduit, fasciné par la médecine douce, naturelle, etc. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse et qui est un problème, je trouve, pour l'avancement de la recherche et de la science en Europe, en tout cas. Le coût des traitements, ce sera mon dernier défi. Toute cette recherche, c'est très bien, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a 650 molécules anti-cancer en voie de développement. Vous imaginez, c'est bien, c'est un espoir. Pour moi, c'est un espoir. Mais ces médicaments coûtent très cher. Alors, c'est difficile de dire on va continuer à faire de la recherche et la financer si on ne peut pas se les payer. Donc, il est illusoire de dire on va contrôler le budget des soins de santé. C'est pas possible. Ou alors on arrête tous les progrès et on ne bénéficie pas des progrès. Ce qu'on peut faire, c'est, et là je veux m'attirer des ennuis,
c'est supprimer ce que je dis, les médicaments de confort, les somnifères, les antidépresseurs, etc. Tout qui, pour moi, est médicaments de confort, on pourrait les rembourser moins ou les dérembourser. En France, ils ont pris des mesures pour dérembourser beaucoup de molécules, mais au moins, alors, garantir à 100% des malades atteints de cancer, le dernier NEC plus ultra traitement super efficace et super cher. Donc, il faudrait peut-être là une réflexion à l'échelle de la société. Qu'est-ce que la société veut? Ce n'est pas au médecin à décider ça. Le médecin, il fait sa recherche, il découvre, il produit de la connaissance, mais c'est à la société à décider qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance et comment on la finance et comment on l'applique. Donc ça, ce n'est pas du tout le rôle du médecin, mais diminuer le budget des soins de santé, moi je crois qu'il faut oublier, tout comme diminuer le nombre de médecins. Je vous ai expliqué tout au début le vieillissement, le nombre d'augmentation de cas de cancer, etc. Le numerus clausus en Wallonie est une catastrophe. Quels seront les médecins qui vont nous traiter, les gens de ma génération, dans 20 ans, quand nous aurons un cancer? Donc, ça, il faut prévoir, évidemment. Tous les baby-booms de ma génération ne seront plus là ou seront malades. Et donc, il faut prévoir dès aujourd'hui des soins de santé coûteux, performants, du personnel, des médecins, des PET scans. On a des machines fabuleuses, fantastiques. Si on ne peut pas se les payer ni se les offrir, ou si on les réduit en nombre et ne pas les donner au bénéfice de la santé publique, c'est difficile. Tout ça n'est pas simple, mais c'est quand même un défi et un challenge pour les années à venir. Alors, c'est un peu négatif ce que je vous dis, mais je pense qu'on peut tout retourner et on peut se dire qu'il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. Pour moi, ce sont toutes des opportunités. J'aime à rappeler qu'il y a 150 ans, on opérait sans anesthésiant et sans désinfectant. On a fait un certain chemin. Quand on voit les malades aujourd'hui, la qualité de vie, etc., donc on a progressé. On va continuer à progresser. La diminution de la mortalité est spectaculaire pour beaucoup, beaucoup de maladies. Donc, ce qu'il faut, c'est continuer à implémenter les connaissances qu'on génère en recherche fondamentale, investir dans la recherche clinique. Comme je l'ai dit, il y a 650 médicaments dans la file d'attente pour être testés. C'est un fabuleux message d'espoir. Il faut essayer de maintenir les ressources disponibles, faire des partenariats avec l'industrie, garder des règles d'indépendance, faire du partenariat avec le mécénat. Comme je le dis toujours, l'union fait la force. Promouvoir des études internationales et pas par chaque petite ligue et par chaque petit comité dans son coin. Et aussi stimuler la prise de conscience du public pour influencer les décideurs. Aux États-Unis, vous avez beaucoup de choses qui ont progressé parce qu'il y a des groupes de malades qui ont fait des groupes de pression au Parlement américain. En Europe, ça commence. Il y a Europa Donna, Europa Womo, maintenant il y a une coalition des patients atteints de tumeurs colorectales, mais c'est encore très minime. Il n'y a pas beaucoup de malades qui vont à la Commission européenne ou au Parlement ou à leur gouvernement en disant quand est-ce que vous allez financer de la recherche clinique, il faut financer la recherche clinique, etc., etc. Donc les médecins et les chercheurs crient un peu dans le désert là, et on serait aidé s'il y avait des groupes de patients qui influencent le pouvoir politique et les décideurs. En Belgique, quand même, je vous ai dit que je vous donnerais des notes positives. Il y a eu 3 bonnes mesures au cours des 3-4 dernières années. En mai 2005, il y a eu une loi qui a décrété que le corps humain et les composés humains n'étaient pas brevetables. Et ça, c'est important pour tout ce qui est propriété intellectuelle et recherche de transfert. Donc, analyser les gènes, faire des banques de tissus, collecter les tumeurs des malades, essayer de comprendre ce qui se passe à l'échelle moléculaire de leur signature génétique, etc., pour pouvoir mieux cibler les nouveaux traitements de demain. Et donc là, la Belgique a fait un pas important avec cette loi de mai 2005. Elle a fait aussi un pas important dans la transplantation de la directive, la fameuse directive dont je vous ai parlé en 2004, où on a réussi à convaincre le ministre de la Santé de faire une exception pour la recherche académique et où au moins la recherche qui est organisée sans but commercial, qui n'a pas pour but d'enregistrer un médicament par l'industrie pharmaceutique, peut avoir une procédure un peu plus facile et un peu plus simplifiée. Ça n'arrange pas tout, je vous ai raconté les comités d'éthique, mais ça c'est autre chose. Mais la recherche sans but commercial a été identifiée dans la loi belge, ce qui est très important.
Et enfin, une troisième mesure très importante pour la Belgique, c'est la diminution du précompte pour les chercheurs, qui ça est une excellente mesure aussi. Depuis 2 ans, les universités et les ORTC, parmi d'autres centres de recherche, ont obtenu un arrêté royal pour diminuer les charges sociales, le précompte professionnel pour les chercheurs, ce qui nous permet de gagner de l'argent et donc de pouvoir engager plus de chercheurs. Et ça, il faut quand même le souligner, ce sont 3 très très bonnes mesures qui font qu'on peut être fier d'être belge grâce à ces 3 mesures. Je vais donc conclure après ces 4 parties où je vous ai parlé de mes défis, challenges et opportunities. Je crois que l'Europe a passé de capacité d'excellence, que nous devons préserver cette capacité d'excellence à tout prix et se battre pour rester au top du leadership de la recherche contre le cancer en Europe. Nous avons les cerveaux, nous avons les universités, nous avons les réseaux, nous avons les lits, nous avons les malades, nous avons tout ce qu'il faut. Et donc, je pense qu'on va continuer sur notre lancée à se battre. C'est un chemin difficile, c'est pas facile. Mais une autre lueur d'espoir, c'est que cette année-ci, la spécialité de oncologie médicale a été reconnue en Belgique, alors que dans presque tous les pays européens, elle était reconnue. Donc, la chimiothérapie, le chimiothérapeute était reconnu. Donc, la spécialité d'oncologie médicale vient d'être reconnue et, croyez-le bien, le premier cours d'oncologie médicale interuniversitaire, donc toutes les universités de Belgique, francophones, néerlandophones, sont décidées, au lieu chacune de former 3-4 cancérologues chaque année, de faire un cours interuniversitaire. Et ce cours a lieu le samedi à l'EORTC. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette initiative de collaboration interuniversitaire où, de nouveau, l'union fait la force et où le bon sens a prévalu. Vous l'avez compris, je suis une idéaliste, une enthousiaste et je continuerai à dépenser toute mon énergie pour améliorer la recherche clinique académique indépendante en Europe et pour le bien de tous les patients qui n'attendent évidemment pas moins que ça. Merci. Encore un petit mot. Dans les caisses, il y a des brochures sur les ORTC et une autre brochure sur les essais cliniques. Et je les ai en français et en néerlandais. Je n'ai pas voulu vous les distribuer pour que vous écoutiez, mais vous êtes bienvenus, vous pouvez les prendre. Je vais peut-être commencer. Alors, j'ai essayé de les classer par thème. Vous n'avez pas parlé d'études à double aveugle, n'existe-t-elle pas en cancérologie? Peu, parce que comme je l'ai dit, nous avons affaire à des malades, donc ils doivent avoir un traitement. Et donc, on peut imaginer une étude en double aveugle s'il s'agit d'étudier des combinaisons où, par exemple, on met dans un groupe de malades 2 médicaments et dans l'autre 3. Ou le troisième pourrait être en aveugle. Mais de toute façon, les malades auront le traitement standard aujourd'hui et peut-être un autre en plus. Mais c'est relativement rare. Les études en double aveugle ne concernent pas vraiment la cancérologie. Mais ça se passe de temps en temps. Quelle place reste à la radiothérapie après les grands succès de l'oncologie médicale? Énorme. La grande majorité des malades guéris aujourd'hui sont guéris par la chirurgie. La deuxième grande majorité par la radiothérapie. Et donc, la chimiothérapie est un complément. Ça prévient les métastases, ça prévient les disséminations, ça diminue les métastases. Et il y a maintenant, au cours des 10 dernières années, des progrès faramineux, et on va en faire avec l'oncologie médicale et la chimiothérapie ciblée, puisqu'on connaît ce qui est défaillant à l'échelle cellulaire. Donc, on va guérir des malades avec de la chimiothérapie, c'est sûr, on le fait déjà, mais jusqu'à avant le Glivec, donc il y a 3-4 ans, la majorité des malades étaient guéris par chirurgie et radiothérapie.
Donc, il y a de la place pour la radiothérapie. Et au contraire, la radiothérapie devient aussi beaucoup plus sophistiquée, beaucoup mieux ciblée, avec moins d'effets secondaires. On ne bombarde plus tout non plus. Donc, c'est la radiothérapie avec modulation d'intensité, etc., où il y a en même temps une analyse de la régression de la tumeur au jour le jour, et on n'irradie pas pendant les 6 semaines le même volume, parce qu'on sait que la tumeur diminue et donc on adapte les doses d'irradiation à la diminution de la valeur. Donc il y a beaucoup de progrès très sophistiqués en radiothérapie. La radiothérapie n'est pas morte. À propos de l'ADN, y a-t-il 30 000 gènes dans chaque chromosome? Non, c'est l'ensemble de notre patrimoine génétique qui comprend les 30 000 gènes. Qui fait partie des comités d'éthique? Il y a une réglementation, il y a des chercheurs, des médecins, il doit y avoir un juriste, il doit y avoir une personne du public qui est une personne de la société civile qui n'est pas médecin. Il y a des règles dans chaque pays sur la composition, ça c'est fixé par la loi. Que pensez-vous des médicaments génériques qui procurent moins de bénéfices, donc d'argent pour la recherche? C'est un problème difficile. Mon approche, c'est que les génériques sont, à mon avis, à recommander pour des maladies peu graves, peu sévères. Je n'aurais pas d'objection à prendre de l'aspirine générique, qui est générique d'ailleurs. Mais quand il s'agit de nouveaux médicaments très pointus, très sophistiqués, je pense quand même qu'il faut faire attention. Je ne connais pas pour les antihypertenseurs, c'est un domaine où franchement là je ne connais pas. Je pense qu'il y a des domaines médicaux où on peut utiliser des génériques. En cancérologie, il n'y en a pas beaucoup. Et évidemment, les firmes pharmaceutiques qui, comme je l'ai dit, développent tant d'argent pour développer leurs molécules, il faut bien que si elles veulent continuer à développer leurs molécules, aient encore un certain revenu de leurs médicaments. Et donc, quand on sait que c'est eux qui financent énormément de recherche, et le mécénat, il y a peut-être un juste milieu. Je crois qu'il y a des médicaments pour lesquels on peut aller vers les génériques. En cancérologie, c'est vraiment le début du début du début. Quid d'un téléthon européen? C'est probablement comme en France, qui rapporte quelques millions d'euros. Oui, moi, honnêtement, je ne suis pas familiarisée avec le téléthon. Peut-être. On avait parlé d'une loterie internationale aussi. Je ne sais pas. Comment choisissez-vous les malades à traiter? Ce n'est pas nous qui les choisissons. Ce sont ces 2000 cancérologues dans les 300 hôpitaux qui décident de participer par intérêt scientifique et parce qu'ils ont envie de faire de la bonne recherche européenne, qui sont membres de notre association, qui se réunissent chaque groupe 2 fois par an. Donc le groupe des spécialistes du sein, le groupe des spécialistes de la leucémie, qui ne sont pas les mêmes, le groupe des pneumologues, etc. Et eux sont intéressés à faire telle ou telle étude et qui proposent à leurs malades, qui ont les bons critères d'évaluation et les bons critères d'éligibilité, de rentrer ou pas dans l'étude. Donc c'est le médecin. La sous-question à ça, quand on est malade, c'est d'aller dans un institut ou dans un hôpital et de demander à son médecin, est-ce que vous faites de la recherche clinique? S'il vous dit oui, c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'il a cette honnêteté intellectuelle, cette rigueur et qu'il fait partie prenante de la mouvance du progrès de la recherche et qui donc se pose les bonnes questions. Ça veut dire que s'il a un protocole qui est bon pour ce genre de malade avec ces caractéristiques-là, il vous le proposera. Donc la question, c'est dans l'autre sens, c'est choisir son médecin en fonction qu'il fait ou pas de la recherche clinique. Avez-vous le moyen d'intervenir directement à la Commission européenne en tant qu'EORTC? Oui, j'ai rencontré le mois passé le commissaire Potočnik, qui est le commissaire recherche, donc le responsable de toute la DG Recherche, et nous sommes en relation fréquente avec du staff, pas toujours avec le commissaire évidemment, et je connaissais bien M. Busquin qui était le commissaire recherche précédemment.
En fait, les commissaires sont tout oreilles et sont souvent de très bonne volonté. D'ailleurs, Busquin a eu une excellente presse parmi les chercheurs parce qu'il a voulu faire cette European Research Area, ERA. Le problème, ce sont les États membres. C'est qu'il faut que les États membres donnent des ordres au Parlement, qui donnent des ordres à la Commission, et que donc ils soient d'accord de partager et de mettre ensemble leur budget. Mais ce n'est pas la Commission qui décide. Ils nous disent toujours, parlez à vos représentants nationaux, dites qu'il vous voulez de la recherche clinique, des centres de coordination européens, etc., etc. Donc, je ne pense pas que ce soit eux qui décident, mais ils sont de bonne volonté pour écouter. De nouveau, sur le modèle du Téléthon en France, la Belgique finance-t-elle aussi la recherche en cancérologie? Oui, ben vous avez le Télévis. J'ai une autre question qui parle du Télévis. Le Télévis arrive-t-il à financer la recherche? Oui. Télévis rapporte 130 millions, non, oui, c'était en francs belges, 2 ou 3 millions d'euros par an. Et cet argent est distribué via le Fonds national de la recherche scientifique et va aux universités. Et la philosophie, l'EORTC n'en a pas, ou très peu, qui revient d'une université qui dit on va vous aider. Mais pourquoi? Parce que de nouveau, c'est la mentalité, c'est de l'argent belge qui doit être distribué à nos universités. Nos universités en ont besoin, ce qui est 100% vrai. Et donc, moi, je suis toujours entre deux chaises parce que l'EORTC est européenne, mais à l'Europe, on ne me connaît pas. Parce qu'on dit c'est les États membres, on n'a pas de mandat, nous sommes une organisation privée, sous la loi belge, indépendante. Aucun État membre ne nous a demandé d'exister. C'est la volonté de visionnaires, et merci à eux. Mais ce qui veut dire qu'on n'est pas éligible pour des financements européens et à l'échelle nationale, c'est difficile parce que les universités belges en ont besoin et les autres gouvernements ne voient pas pourquoi il faut financer un centre de plus à Bruxelles. Donc, et alors, à quelle fondation ou organisation faut-il faire un don? Mais ça, je dirais que c'est personnel. Chacun donne où il veut bien donner. Il y a des organismes qui collectent des fonds et je vous ai dit, il y a l'EORTC Charitable Trust, il y en a d'autres plus belges. Ça, c'est à chacun de décider pour soi.